le replay, le replay a commencé. Toujours seul. C'est le thème d'aujourd'hui. Dans le livre des Cantiques, c'est dans la Bible, hein, il y a des pasteurs qui disent que le Cantique des Cantiques là n'est pas clair. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre dans la Bible qui est très romantique. Si vous ne connaissez pas la romance dans votre couple, allez lire le Cantique des Cantiques, quelque chose qui est dans la Bible. Vous allez voir comment on parle de la romance dans la Bible. Les gens qui disent, je ne sais pas comment me comporter de manière romantique avec mon conjoint, allez lire le Cantique des Cantiques. Alors, il dit dans le Cantique des Cantiques 2, verset 3, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Je voulais vous raconter une histoire. Je rencontre mon épouse. Nous sommes à l'université, nous faisons mathématiques, nous préparons une licence de mathématiques à l'époque. Et quand nous arrivons en 5e année, nous avons déjà basculé pour l'informatique. Nous décidons que nous allons nous marier parce que nous avons une certaine relation et nous on dit cette relation-là, nous pensons que nous pouvons nous marier. Nous prenons dans l'engagement, nous sommes fiancés. Et étant fiancés, il y a une grève qui commence à l'université à cette époque-là. Et ce qui fait que mon épouse est obligée de quitter l'université, sa chambre d'université pour aller habiter au quartier chez sa tante. Et moi, je suis resté à l'université. Ce qui fait que à la fin des cours, je devais l'accompagner. Je marchais à pied pour l'accompagner. Ça faisait environ 20 km de marche à pied pour l'accompagner. Et on arrivait, je crois que ça peut faire 20 km. Les gens de Yaoundé peuvent nous dire si ça fait 20 km ou pas. Mais en tout cas, on partait de l'université de Yaoundé en Guayaquil pour Coleton. Donc, on allait jusqu'à Coleton à pied et il n'y avait aucune fatigue. On marchait en causant, on prenait tout le temps qu'il faut. Et même quand on arrivait en Coleton, elle déposait son sac et elle revenait encore pour essayer de m'accompagner jusqu'à Loncac. Et on s'arrêtait encore là, on parlait. On était content d'être ensemble. Donc, on s'accompagnait et on se réaccompagnait. On avait une certaine compagnie et on était toujours ensemble. Par contre, on était dans une situation où on redoutait la solitude. C'est-à-dire que quand on s'accompagnait comme ça, le temps que moi j'arrive à Guayaquil, elle allait m'appeler, elle allait savoir qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que je dors déjà, est-ce que je suis en train de réviser, est-ce qu'on peut parler de ci, est-ce qu'on peut parler de ça. L'amour du début, c'est là où je l'aboutis. L'amour du début redoute la distance et la séparation. Quand l'amour vient de commencer, pendant la phase romantique, on va parler des autres phases certainement dans les autres rencontres, pendant la phase romantique, on n'aime pas la séparation, on n'aime pas la solitude. On veut toujours être avec l'être aimé, on veut être avec son fiancé, sa fiancée ou bien son mari et sa femme, on veut toujours partager, on veut passer le temps ensemble. Le thème d'aujourd'hui, c'est être seul, toujours seul. Est-ce que tu es toujours seul? C'est même un questionnement. On ne peut pas commencer, comme dit la Bible, sans s'être accordé sur ce que veut dire être seul. Être seul, quand on est marié, c'est expérimenter la solitude. C'est-à-dire, tu es marié, mais tu te sens seul. Et parfois, les gens qui ne sont pas mariés ne comprennent pas. Ils se disent comment quelqu'un peut être avec quelqu'un, couché dans le même lit et dire qu'il est seul. Oui, on peut même coucher dans le même lit, on se sent seul. On se sent seul. Pourquoi? Parce qu'on expérimente une espèce de solitude. Et on va voir dans la suite comment ça s'explique. Dieu, lui, pour les mariés, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il n'est pas bon. C'est pour ça qu'on a dit le thème toujours seul, alors que tu es marié, alors que tu es en train de répondre au questionnement de Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'être seul n'est pas quelque chose de bien. Ça n'a rien de positif dans la relation conjugale. Donc, être seul étant marié, c'est expérimenter la solitude qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit seul quand on est marié. C'est être isolé. C'est être délaissé. Parce que les gens voient seulement les aspects physiques de l'isolement. Mais on peut avoir un isolement émotionnel. C'est-à-dire que tu ne te sens pas aimé. Tu ne ressens rien de l'autre. Je me rappelle il y a quelques années, l'Association des femmes de l'Église évangélique du Cameroun avait organisé une conférence. La présidente m'a invité pour comment on va dire, présenter un thème. Et le thème était très drôle, mais c'était une réalité. Le thème, c'était, comment il disait encore ça? C'était veuve pendant que le mari est encore vivant.
Quand vous lisez un thème comme ça, vous dites comment quelqu'un peut être veuve alors que son mari dit encore. En réalité, les gens expérimentent le veuvage pendant que le mari est encore vivant. Elle dit souvent, il est mort dans mon cœur. Il est mort dans mon cœur. Dans la solitude, là, on peut l'expérimenter devant quelqu'un qui est présent. Dans cette solitude, ce n'est pas seulement le fait qu'il soit absent. Il peut être présent et on se sent délaissé. On peut se sentir délaissé devant la présence de celui qui est supposé nous apporter la joie de la complémentarité. Soit on s'isole, ça aussi c'est une vérité, parce qu'il y a des gens aussi qui s'isolent, qui prennent la décision de se mettre à côté, se mettre à part. Hier, je discutais avec une des participantes qui me disait, j'ai décidé de quitter la chambre. J'ai décidé de crever. Je vais quitter la chambre. Là, on va dire, elle s'isole. Elle prend la décision de partir de la chambre. Elle s'isole. Mais il n'y a pas que le cas des gens qui s'isolent. Il y a aussi le cas des gens qu'on isole. C'est-à-dire qu'on les laisse dans la chambre et on va dans une autre chambre. On isole l'autre conjoint. On le met dans des situations où il est ignoré. On ne le connaît même pas. Il est là comme s'il n'est pas là. Et il commence à se sentir seul. Et c'est ce que je voulais qu'on développe aujourd'hui. Soit on s'isole, soit on est isolé par le conjoint. Parce qu'en vérité, la volonté de Dieu, c'est que le conjoint soit le plus proche. C'est que le conjoint soit le plus intime. C'est que nous ne soyons pas seuls. Quand on est marié, c'est parce qu'on voulait fuir la solitude. Je dis souvent aux jeunes qui veulent se marier, ne te marie pas si tu ne te sens pas seul. Et quand je leur dis tu ne te sens pas seul, je leur dis étant avec tes parents, c'est-à-dire que tu expérimentes qu'il te manque quelque chose, il y a quelque chose. Ils sont là, tes frères, tes soeurs, ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, mais tu te sens seul. Tu sens qu'il y a la présence de quelqu'un qui va rehausser sa vie. Et cette personne-là, c'est ton futur conjoint. Donc, la volonté de Dieu pour les mariés, c'est qu'ils ne soient pas seuls. Alors, l'unité, mais plutôt qu'ils soient dans l'unité, pardon. Comment on va donc passer de l'unité à l'isolement? Comment on passe de l'unité à être seul, à s'isoler, à être un électron libre? En fait, j'ai donné l'exemple de la jeune sœur tout à l'heure. Certains se déconnectent de l'autre. C'est-à-dire qu'on fait exprès de se déconnecter. Parce qu'on est marié, il y a une connexion multidimensionnelle. Mais on décide par soi-même que je veux couper ces connexions. Je ne veux plus que le courant passe entre nous. Je décide de me déconnecter. Et donc, je casse l'unité, je casse les ponts, je brise les ponts. Il y a aussi le fait qu'on peut prendre la décision aussi de désintégrer l'unité, de détruire notre unité. Comment on va faire pour détruire l'unité? Première chose que les gens font souvent, c'est qu'ils éliminent tout ce qui rassemble. Tout ce qui permet d'être ensemble, ils détruisent, ils ne veulent pas. C'est-à-dire que tout ce qui permet qu'ils soient ensemble, ils annulent. Les rituels qui étaient déjà mis en place, on prie ensemble, on mange ensemble, on sort ensemble, on se lève ensemble, ils cassent tout ça. Ils refusent de rester dans ce rituel-là. Ils sortent de ce rituel-là et ils commencent à faire la promotion de ce qui divise. Depuis le premier jour, vous avez remarqué que nous sommes en train de faire la promotion de ce qui rapproche. Mais lui va commencer à faire la promotion plutôt de ce qui l'éloigne de son conjoint. Il va travailler à être éloigné de son conjoint. Il va investir à être éloigné de son conjoint en cherchant de nouveaux centres d'intérêt. Il va chercher d'autres choses qui peuvent lui permettre de quitter tout ce qui le rapproche de l'autre. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir des relations illicites qui vont se développer, comme le cœur du mari ou de la femme a besoin d'affection de l'autre, il va chercher à combler cette absence d'affection par une affection extra-conjugale. Et vous allez voir donc naître une relation extra-conjugale. Vous allez voir naître des activités extra-conjugales. Vous allez voir quelqu'un se passionner à sa carrière. Il reste au bureau du matin au soir. Quand il rentre, c'est pour dormir. Il va être passionné par des choses comme le after work. C'est-à-dire que quand il sort du travail, il préfère traîner le plus dehors avant de rentrer parce qu'il ne veut pas de connexion avec l'autre. Rappelons que l'occupation extra-conjugale, c'est tout ce que je fais, tout ce qu'un conjoint fait en prenant le soin d'écarter l'autre. Ça veut dire que même la parole de Dieu, même sa piété, même ses relations peuvent devenir des occupations extra-conjugales. Dès l'instant où tu veux les vivre en excluant l'autre, ton travail peut devenir une occupation extra-conjugale
Quand tu veux vivre ton travail, en prenant le soin de mettre l'autre à l'écart de ce que tu veux vivre de ce côté-là. Alors, pourquoi les gens vont s'isoler? On a donné quelques raisons. Bon, on va aussi voir que certaines personnes arrivent à être seules parce qu'en fait, au début de la relation, ce qui les intéressait, c'était le mariage. Ils sont entrés dans le mariage comme un objectif à atteindre. C'était un combat. C'était un challenge, comme on va dire. Et il a réalisé son challenge, il a épousé cette fille. Elle a réalisé son challenge, elle a épousé ce garçon. Et puis, quoi d'autre? Donc, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus aucun effort à faire. J'ai gagné, j'ai vaincu. Et ils ne font plus d'efforts pour garder la relation. Parce que c'est important, je vais le dire ici, ce n'est pas écrit dans le livre, mais c'est important de savoir que l'entretien, la relation s'entretient. Vous n'entretenez pas la relation, elle se détruit. Elle s'autodétruit progressivement jusqu'à disparaître. On entretient la relation. Il y a aussi des mauvais comportements qui créent l'isolement dans le couple, qui créent la solitude dans le couple. Un des mauvais comportements, c'est la critique. La critique. Je dis ça, vous 16 là, la critique. Nous prenons l'engagement de ne plus critiquer pendant les 21 jours. Faites des reproches, pas la critique. Parce que la critique vise la personne, le reproche vise le comportement. C'est très important à savoir. Je peux reprocher quelqu'un sur ce qu'il a fait, mais pas toucher à sa dignité par la critique, pas toucher à son être par la critique. La critique est très, très négative. Elle est très nocive. Mais par contre, le reproche, quel que soit le challenge que nous sommes en train de faire, le reproche va être autorisé. Mais la critique, je dis pas de critique, pas de critique. Le mauvais comportement, c'est investir pour se sentir mieux ailleurs. Il y a un des trucs qui m'embête beaucoup dans ça, c'est les groupes religieux, c'est les églises, c'est les associations, où finalement un conjoint s'épanouit d'abord et dans sa propre maison, il ne s'épanouit pas. C'est-à-dire que quand il rentre à la maison, il est malheureux. Je connais même des conjoints que quand l'autre rentre, c'est comme si il est venu détruire le calme qui était à la maison. Il y a des maris qui me le disent. Quand je rentre, tout le monde va dans la chambre. On m'isole, je reste seul au salon. Je trouve que ma femme avec les enfants était en train de jouer, mais dès que j'entre, paf, tout le monde va dans sa chambre. Même ma femme quitte la chambre, quitte le salon, elle va dans la chambre, elle revient, me sert, et puis elle disparaît, elle va dans la chambre. Pourquoi? Parce que finalement, on s'est tellement isolé qu'on est tranquille quand il n'est pas là. On a pu trouver les moyens de vivre heureux sans lui. Et on veut persévérer dans cette vie sans lui. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui, au 5e jour, on ne peut pas avancer sans réfléchir à ça. C'est-à-dire, on ne va pas continuer à être seul. On va combattre ce phénomène-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi il faut y réfléchir? Parce que quelqu'un va me demander, pourquoi on doit parler d'être seul? Pourquoi on doit y réfléchir? En fait, c'est insidieux pour certains. Pour certains, ils glissent progressivement vers l'isolement, sans s'être vraiment préparés. On a dit l'époux a un mauvais comportement, l'épouse a un mauvais comportement. Il commence à trouver des centres d'intérêt à l'extérieur sans faire exprès. Ça peut être son boulot, il commence à faire des heures supplémentaires, ça donne de l'argent. Ça donne beaucoup d'argent, les heures supplémentaires. Il les multiplie, mais il ne les multiplie pas parce qu'il cherche l'argent, mais en fait, il y a une fuite en avant de la situation conjugale. Je raconte souvent dans mes conférences qu'il y a un moment où, pendant mes after-work, quand je rentre fatigué, je m'arrête dans une station pour prendre un verre, c'est-à-dire un jus ou une bière, avant d'arriver à la maison. Et je remarque qu'il y a certaines personnes, ils vous trouvent là-bas, ils boivent une bière, ils boivent une deuxième bière, ils cherchent à vous retenir par des conversations, parfois qui ne sont pas pertinentes. Vous êtes fatigué, vous voulez rentrer, ils disent non, prenons une dernière pour la route, prenons une séparante, prenons. Et un jour, j'ai demandé à un pourquoi. Pourquoi chaque fois qu'on se voit, il faut qu'on boive beaucoup avant de partir? Pourquoi on doit trop dépenser avant de partir? Il m'a dit parce que moi, quand je rentre, c'est pour aller me coucher. Parce que chez moi, ça ne me donne pas. Parce que chez moi, ça ne me donne pas. En fait, c'est ce mauvais comportement-là qui, insidieusement, vous voyez, insidieusement, il se met à au lieu de résoudre le problème qu'il y a à la maison, insidieusement, il commence à s'isoler. Il commence à s'isoler progressivement. Il y a dans ce comportement-là
ce que je vais appeler un déplacement des priorités. On va voir ça, que les gens sont très prompts à déplacer les priorités de la famille et à y mettre d'autres priorités. Je préfère ne pas parler, on va parler dans quelques minutes. Il y a l'arrivée de nouvelles responsabilités. Il y a des couples qui vivent l'isolement simplement parce qu'il y a un enfant qui est né. La femme prend l'enfant comme celui qui vient séparer le couple. Le mari prend l'enfant comme celui qui vient séparer le couple. Et du coup, chacun gère la situation de son côté. Les nouvelles responsabilités peuvent être une nomination qui fait que tu entres dans une spirale de travail qui fait que tu rentres toujours tard et tu sors très tôt. Finalement, tu commences à t'isoler, tu commences à manger au bureau, à boire au bureau. Et finalement, tu commences à empiéter sur le temps qui devrait être consacré à ton conjoint. C'est le seul temps, hélas, c'est le seul temps qui est facile à déplacer. J'ai rarement vu, depuis que je suis coach conjugal, j'ai rarement vu quelqu'un dire à son patron, je ne pourrais pas être là samedi parce que j'ai consacré ce temps à ma famille, parce que j'ai un rendez-vous avec mon épouse, parce que j'ai une course que je dois faire avec elle, parce que j'ai décidé d'avoir une activité avec elle, je ne pourrais pas être là. Le contraire est parfois beaucoup plus facile. C'est plus facile d'appeler son conjoint pour lui dire que, bon, écoute, je ne vais pas rentrer tôt aujourd'hui, mon patron me retient pour ceci, cela. C'est plus facile de dire, bon, notre programme de samedi, on va le reporter parce que j'ai une occupation au bureau, je ne pourrais pas rentrer pour cela. C'est pas bon. C'est pour ça qu'on doit trouver une solution ce soir. Ce soir, on doit trouver la solution. La solution, c'est trouver un moment de qualité pour son conjoint. Gary Chapman, dans son livre Le langage de l'amour, a cité les moments de qualité. Et dans les moments de qualité, il a cité deux choses. Les activités de qualité et les dialogues de qualité. Ce sont des moments qu'on met en place uniquement pour l'autre, pas pour le produit, pas pour ce que ça produit, mais uniquement pour le fait d'être avec l'autre. On ne prend pas un moment de qualité parce qu'on va faire quelque chose de pertinent. On prend un moment de qualité uniquement parce que je veux trouver un temps pour qu'on soit ensemble. Et c'est pour ça que je veux qu'aujourd'hui, jusqu'au 21 décembre, tu commences chaque semaine à mettre de côté un moment de qualité pour ton conjoint et que tu dises que c'est non négociable. C'est pour ça que je choisis bien le moment. Non négociable. Je ne veux pas entendre que mon conjoint m'a appelé pour dire que vraiment, j'avais choisi que c'est mercredi, 19h, 20h, c'est pour nous deux, ou bien samedi, 8h, 12h, c'est pour nous deux. Et maintenant, il m'appelle pour dire que vraiment, il y a une urgence, la famille, le travail, donc je ne pourrais pas tenir ça. Non. Choisissez une heure, choisissez un moment et instaurez-le comme non négociable. Et comment on va faire pour que ça marche? Un, on instaure le moment de qualité. Le moment de qualité, j'ai dit, c'est uniquement pour l'autre. Ce n'est pas ce qu'on fait dedans qui est important, mais c'est le fait d'être ensemble qui est important. C'est pas ce qu'on fait dedans. C'est pour ça que le moment de qualité peut être une activité de qualité. Une activité de qualité, ça peut être faire la cuisine ensemble, ça peut être faire la lessive ensemble, ça peut être faire le jardin ensemble, ça peut être faire une sortie ensemble, ça peut être faire quelque chose ensemble, uniquement ensemble. On va s'arrêter une toute petite minute là pour aider nos gens qui ont leur micro. Donc, on va faire une activité de qualité rien que parce qu'on veut être ensemble. Ce n'est pas parce qu'on veut réaliser quelque chose de concret. Même si on réalise quelque chose de concret, l'objectif n'est pas la chose qu'on fait. L'objectif, c'est d'être ensemble. C'est pour ça que un moment de qualité, une activité de qualité peut être aider sa femme à faire la cuisine ou bien aider son mari pendant qu'il travaille sur un dossier. On travaille avec lui juste pour pouvoir être ensemble. Et les dialogues de qualité aussi, c'est des moments où on peut causer, pas communiquer. Nous avons vu ça dès le premier jour. Pas communiquer, mais causer. On peut avoir une conversation, pas un entretien, une conversation. On parle de tout et de rien. Ce n'est pas un moment de grande sagesse, c'est un moment juste pour être ensemble. Et c'est pour ça que je conseille souvent au couple qu'il faut apprendre à rire ensemble, il faut apprendre à bavarder ensemble, parce que ces moments de qualité-là, il faut pouvoir les mettre en place. Donc, jusqu'à la fin, vous devez instaurer ce moment de qualité. Vous pouvez dire que c'est chaque mois, mais moi, je dis que comme
le challenge, c'est juste 3 semaines. Moi, je dis que chaque semaine, là, comme on a commencé aujourd'hui, là, la semaine prochaine, tu dois trouver un moment de qualité pour ton projet. Un moment de qualité. Ça peut être un dialogue de qualité, ça peut être une activité de qualité, mais trouver quelque chose de qualité. En passant, entre parenthèses, l'intimité sexuelle n'est pas un moment de qualité. Vous comprenez, non? Parce que tout le monde profite. Ce n'est pas ça un moment de qualité. Le moment de qualité, ce n'est pas l'intimité sexuelle, ou bien le repas, ou bien le sommeil, ou bien aller au deuil ou aller à un mariage. Ce n'est pas une activité de qualité. Vraiment, réfléchissez. Dans le livre, je crois même que dans le livre, on a donné quelques exemples en supplément. Exemple de moment de qualité. Prendre le petit déjeuner ensemble, rien qu'à deux, pas avec les enfants, rien qu'à deux, à deux. Quand on dit moment de qualité, ce n'est pas moment de qualité en famille. Vous voulez instaurer un moment de qualité en famille, faites-le. Mais nous, on parle de moment de qualité, rien qu'à deux. Rien qu'à deux. Et parfois, on sait bien que les enfants sachent que papa et maman ont leur petit moment là. Instaurez leur moment aussi à 3 ou à 4, comme vous voulez. Par exemple, lire des livres à deux. Vous pouvez avoir un genre de livre que vous voulez lire à deux et vous en faites un moment de qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas la lecture qui est le plus important, mais c'est le fait qu'en lisant, vous êtes à deux à lire. Exemple d'activité de qualité, pratiquer le massage mutuel. J'ai dit le massage mutuel. Faire la cuisine ensemble, organiser une soirée cinéma, se laver ensemble. J'ai dit se laver ensemble parce que beaucoup de couples se lavaient ensemble au début du mariage. Aujourd'hui, sans avoir pris du poids, ils n'arrivent plus à se laver ensemble. Faire les courses ensemble, faire le sport ensemble, aller au restaurant ensemble. Voilà quelques activités de qualité. Donc, on va faire comment pour terminer? On va décider d'imposer à tous nos moments de qualité. Ce soir, vraiment, c'est obligatoire. Je ne négocie pas là. Sauf si vous n'êtes plus du challenge. Je ne négocie pas ça, c'est obligatoire. Consacre un moment de qualité à ton conjoint cette semaine qui commence dès demain. Et rends nos témoignages dans la semaine. Organise le moment de qualité. Implique-le dans ce moment de qualité. Si c'est le massage, va sur Internet, va sur Google, va sur YouTube. Tu vas trouver des techniques de massage. Tu vas trouver tout le matériel qu'il faut et ça va permettre d'avoir ce moment de qualité. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Comme exercice, il y a des choses comme le bilan de la semaine passée. Vraiment, quand on va finir là, quand je vais tout arrêter, prenez votre, comment on va dire ça? Prenez votre semaine passée et faites un peu le bilan pour dire quel temps j'ai consacré à mon conjoint la semaine qui vient de passer là. Combien de temps, combien de fois j'ai pris du temps uniquement pour lui. Que j'ai dit que ça, c'est pour mon conjoint. Et à partir de là, dans les exercices, on dit faire, dès à présent, faire le planning de la semaine prochaine en mettant votre conjoint en priorité dans votre planning. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. J'ai dit que, exceptionnellement, comme nos deux superviseurs sont en difficulté actuellement, nous allons continuer notre discussion ici jusqu'à ce que l'heure arrive. Mais j'arrête